Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure du grand angle de cette édition. C'est son cheval de bataille, Stéphane de Freitas, concepteur des programmes Eloquentia, croit aux vertus de la prise de parole dès le plus jeune âge pour instiller du lien dans des sociétés parfois où trop de personnes n'osent pas s'exprimer. Après le succès de son documentaire À voix haute, la force de la parole, il est de retour avec un livre qui a pour titre Porter sa voix, manifeste pédagogique pour la prise de parole. C'est aux éditions Le Robert. Bonsoir Stéphane de Freitas, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Alors la parole, définition du Larousse, faculté de s'exprimer par le langage articulé. Pour vous, c'est quoi la parole, ou plus précisément en ce qui vous concerne, la prise de parole? Alors en fait, c'est exactement le nom enfin, le mot pour lequel je me bats, plus précisément la prise de parole, c'est-à-dire dès le plus jeune âge, de se former à exprimer ce que l'on ressent au plus profond de soi, ses émotions, ses frustrations, ses sentiments, ses opinions, ce qui nous nourrit, parce que ce qui constitue un individu, c'est son éducation, ses influences autour de soi, puis de réussir à organiser son propos, quand on a des idées reçues ou ce qui nous nourrit, de d'organiser ce propos, puis ensuite de trouver les bons mots pour être au plus juste de ce qu'on ressent. Et quand on trouve cet alignement, ce que j'appelle dans le livre cette congruence, alors on apprend à mieux se connaître, on est capable de se révéler aux autres pour mieux se connaître soi-même. Et c'est justement ce que j'appelle donc la prise de parole éducative, qui, à mon sens, est fondamentale pour non seulement que l'école devienne un lieu où on apprend le savoir, mais aussi le savoir-être. Alors s'il y a la prise de parole, il y a aussi la non-prise de parole. Qui sont, dites-nous, les personnes qui n'osent pas prendre la parole et qui ont peur de s'exprimer ou qui sont privées de parole dans la société française? Alors, énormément, je dirais que déjà, dans le système éducatif traditionnel, l'oralité est plutôt déserte. On est sur une tradition scolaire où l'enseignant est en haut de la pyramide, les élèves sont là. Ils écrivent, et on écrit. La dictée. Exactement. A priori, si on parle en classe, on est puni. Et historiquement, on nous mettait un bonnet d'âne et on allait au coin de la salle. Et on devait écouter la sacro-sainte parole de l'enseignant qui détenait le pouvoir, et égard à celui qui était un petit peu en contradiction, qui était velléitaire. Et puis finalement, aujourd'hui, de plus en plus, avec cette ère du réseau, où finalement tout le monde parle, tout le monde s'exprime, on est habitué aussi à se nourrir de pair à pair. Et dans l'ADN de la nouvelle génération, me semble-t-il, cet enseignement un peu plus vertical ne fonctionne pas. On a des élèves qui s'ennuient, ça fait partie des raisons aussi du décrochage scolaire, et donc la nécessité aussi de faire en sorte que l'école devienne un endroit où non seulement on apprend évidemment le savoir de l'enseignant, c'est lui qui le détient. Sans remettre en cause le programme, bien entendu. Mais qu'on apprend à se nourrir les uns les autres, à s'écouter les uns les autres, dans le respect, l'écoute et la bienveillance. Et ce qui sans doute fait que plus tard, lorsqu'on a des adultes citoyens, on est capable de s'écouter dans notre diversité d'opinions, dans notre diversité de points de vue. Et avant même de se demander comment endiguer parfois le radicalisme, la violence, ou encore les tensions sur la liberté d'expression, on l'a vu plus tard, et dès le plus jeune âge, formons-nous à nous écouter, à nous poser des questions, à développer notre esprit critique, pour mieux se comprendre. Pour s'exprimer et prendre la parole, il faut avoir du vocabulaire. En moyenne, dit-on en France, un individu possède 300 mots. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Quelles sont les conséquences de la non-prise de parole? Est-ce que ça engendre, par exemple, de la violence, de la frustration, un espèce de rejet de ces individus? Moi, pour le coup, j'ai vécu cette expérience, c'est-à-dire que j'ai grandi dans le 9-3. J'ai eu des expressions, ce qu'on appelle un peu des expressions de Kaira, de s'exprimer vraiment avec des tics de langage. Et j'ai vécu un changement de milieu social. Je le raconte un peu dans mon livre. Je me suis retrouvé du jour au lendemain transvasé dans l'ouest parisien en devenant basketteur dans un autre contexte. Et je me suis rendu compte que les gens préjugeaient de qui j'étais à la manière dont je m'exprimais. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu oser parler parce qu'en fait, je sentais les moqueries en classe, parce que j'avais pas ce langage un peu plus châtié, peut-être que d'autres maîtrisaient. Et j'ai commencé à m'emmurer. Et quand on s'emmure, en fait, on s'enferme. Et là, en fait, on touche on commence à se fragiliser parce qu'on commence à manquer de confiance en soi. On n'ose pas s'affirmer. Et c'est là, à ce moment-là précis de ma vie, que j'ai réalisé que l'oralité, la capacité à s'exprimer, à s'affirmer auprès des autres, était intimement corrélée au développement personnel et à la confiance en soi. Alors dans votre livre, Stéphane de Freitas, vous dévoilez des recettes pour aider les jeunes et les moins jeunes à se réapproprier cette parole. La prise de parole, elle peut être multiple. Vous le dites, quelles sont ces différentes formes?
de prise de parole? Alors, dans la pédagogie, porter sa voix, alors j'aime pas trop le terme pédagogie parce que je dirais plutôt un postulat pédagogique et un cadre de principe. C'est pas un dogme. Ouais. C'est pas un dogme, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, c'est la pédagogie qui est notamment utilisée par les formateurs de l'association Eloquentia, qui est l'organisme qui forme le plus à la prise de parole éducative aujourd'hui en France. Eloquentia, c'est aussi un concours qui est devenu l'un des plus grands concours de prise de parole francophone, qui va aussi émerger en Afrique et dans d'autres pays. Mais donc, le principe, c'est qu'on fait un voyage à travers différentes formes de prise de parole, aussi bien la rhétorique, ce qu'on appelle la rhétorique, où on donne des schémas d'organisation du propos, les trames d'argumentation. Quand on fait un discours, par exemple, pas plus de 2 à 3 idées. Pour chaque idée, mettre 2 arguments, un argument juridique ou un argument de fait, un argument émotionnel, je détaille les types d'exemples, et un grand principe, pour chaque argument, une illustration et un exemple. Ouais. Et quand déjà on prend ce mimétisme-là, ça fait que plus naturellement, on devient plus convaincant parce que la réflexion est complète, le discours est plus complet. Et puis on a d'autres exercices comme de l'expression scénique, de la maîtrise aussi de la voix, travailler sa voix pour bien la porter, justement, pour porter sa voix. Et tout ce qui a trait aussi à la créativité avec une écriture plus artistique, avec des cours de rap aussi, de slam, de poésie. Voilà, on essaye de faire un voyage à travers toutes les formes de prise de parole pour un petit peu sortir de sa coquille aussi et se sentir plus à l'aise lorsqu'on s'exprime devant un auditoire. Il y a aussi un aspect important, c'est que vous apprenez, il ne s'agit pas de prendre la parole pour parler, c'est vraiment parfois de l'art oratoire. Il s'agit aussi d'adopter le point de vue des autres, de cultiver l'empathie et le débat. En quoi est-ce important, selon vous, dans la période que connaît la France aujourd'hui, notamment après des débats très crispants, après les attentats en France? On sait que dans les écoles, c'était pas évident. Par exemple, après les attentats contre Charlie Hebdo, je suis Charlie ou pas, ça a été très difficile. Ça peut aider? Moi, ma conviction, c'est qu'avant même de se poser toutes ces questions sur le vivre ensemble, on l'entend depuis 20 ans. Le mot est un peu galvaudé. Le mot est un peu galvaudé. En fait, à mon sens, j'ai la conviction que la France est une des sociétés les plus métissées dans le monde. Déjà, c'est un carrefour géographique entre le nord et le sud. C'est aussi une terre d'immigration historique. Et que dans cette ère du réseau, justement, où on est la génération la plus métissée de l'histoire de l'humanité, il y a une jeune génération qui a soif de réapprendre à dialoguer et qui recherche aussi, pareil, le défaut de cette ère du réseau où tout le monde s'exprime ou fait des punchlines. Punchliner, ça veut dire frapper les esprits, ou dans les émissions télé, quand on a un peu moins de temps que dans la vôtre, parce que c'est rare d'avoir du temps, on est obligé de percuter les esprits, de frapper les esprits. Les acteurs de la société, comme les politiques, utilisent aussi cette violence verbale. La parole est un sport de combat. Et donc, en fait, ce réflexe-là douche, enfin, quand on voit ce qu'on appelle les trolls sur les réseaux sociaux, la violence verbale sur les réseaux sociaux, on a assimilé cette violence douche finalement la société. Et donc on fait une société où quand on n'est pas d'accord, on s'attaque, on se percute. Et à mon avis, ce qui pourrait être une des voies, une des pistes de solution, évidemment la question est bien plus complexe que ça, mais de remettre la prise de parole éducative au menu dès la maternelle. L'association Eloquentia va mener les premières expériences dès la primaire, pour le coup. Mais d'essaimer ça, c'est, à mon avis, une des manières de créer une société où on peut se respecter, où on recrée des cadres de valeurs, de discussion bienveillants et constructifs. Vous êtes beaucoup sollicité par les enseignants, notamment cette rentrée scolaire. Concrètement, quand vous arrivez dans une classe, en élémentaire par exemple, quelles sont vos actions et comment réagissent les enfants d'ailleurs? Alors, au début, la première heure, c'est toujours très compliqué. Et d'ailleurs, les formateurs, ils en jouent un petit peu, c'est-à-dire que on lance tout de suite, en règle générale, les candidats, on les pointe du doigt, c'est terrible, on leur dit venez, on les met à l'échafaud sur la potence, ils sont obligés de se lancer. Et puis il y a tous ces tics de langage, quand on ne sait pas quoi dire, c'est eux à répétition, donc on a des exercices pour qu'ils en prennent conscience, on les filme aussi. Alors ça, c'est terrible. Quand on se filme pour la première fois et qu'on entend parfois pour la première fois sa voix, ou qu'on voit qu'en fait on est tout le temps en train de dodeliner quand on s'exprime, c'est des choses qui nous apprennent aussi à mieux se connaître, mieux se connaître soi-même, c'est ça. Donc, merci beaucoup Stéphane de Freitas. Porter sa voix, s'affirmer par La Parole, édition Le Robert, et Eloquentia, donc votre association basée à Saint-Denis, c'est ça? C'est ça. Dans le 93. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Stéphane de Freitas.